L'histoire de James of St. George et le château de Windsor. Cette saga explore la vie énigmatique de James of St. George, l'architecte savoyard qui transforma le château de Windsor en une forteresse royale légendaire entre les XIe et XVe siècles. Derrière les murs imposants de ce siège royal se cache un homme dont les ambitions, les obsessions et les secrets révèlent une facette sombre et méconnue. Cette histoire dévoile ses rêves de grandeur, son obsession pour une forteresse imprenable, ses techniques mystérieuses, sa cruauté inattendue, sa paranoïa croissante, sa vie obscure après Windsor, sa chute tragique et un héritage teinté de légende. À travers des récits historiques et des analyses modernes, plongé dans un monde médiéval où l'architecture, le pouvoir et la peur s'entremêlent, révélant un génie torturé par son propre chef-d'œuvre. Préparez-vous à découvrir un mystère qui hante encore les tours de Windsor. Les ambitions démesurées d'un architecte savoyard. Avez-vous déjà imaginé qu'un architecte pourrait risquer son âme pour bâtir une forteresse royale légendaire? James of St. George, un maître savoyard du XIIIe siècle, fut cet homme, chargé par les rois d'Angleterre, de transformer le château de Windsor en un symbole de pouvoir. Mais derrière ces murailles imposantes se cachait une ambition si dévorante qu'elle frôlait l'hérésie. Pourquoi un étranger risqua-t-il tout pour un château anglais? Partagez cette histoire en laissant un commentaire, en likant et en vous abonnant pour plonger dans ce mystère médiéval. James, né en Savoie vers 1230, était un architecte de génie formé dans les Alpes. Les chroniques de l'époque, comme celle de l'Annales Cambria, décrivent son arrivée en Angleterre sous Édouard Ier comme un événement. Il apportait un savoir militaire et artistique unique. Windsor, déjà un fort depuis Guillaume le Conquérant, devait devenir une forteresse royale inégalée, mêlant défense et splendeur. Pour James, c'était une chance d'immortaliser son nom. Imaginez-vous sur les collines de Berkshire, où James, vêtu d'une tunique simple, dirige un chantier grouillant d'ouvriers. Ses yeux, perçants, scrutent les fondations, tandis qu'il trace des plans audacieux sur des parchemins. Les historiens, comme A.J. Taylor dans The King's Works, notent que James voulait des tours massives et des murs capables de résister aux assauts. Une prouesse dans une Angleterre en proie aux révoltes. James n'était pas un simple exécutant. Il voyait Windsor comme un testament de pouvoir, pour Édouard et pour lui-même. Les archives montrent qu'il négociait avec des seigneurs pour obtenir des pierres de Caen, coûteuses mais robustes, promettant une forteresse qui intimiderait les ennemis. Cette quête de grandeur le rendait implacable. Il travaillait jour et nuit, réprimandant les ouvriers pour la moindre erreur. Pourtant, James n'était pas sans contradiction. Les chroniques mentionnent qu'il priait avant chaque journée de travail, comme pour demander l'approbation divine. Les psychologues modernes, comme ceux cités dans The Drive for Greatness de Robert E. Kaplan, suggèrent qu'il souffrait d'un besoin compulsif de surpasser ses pairs, un trait qui le poussait à défier les limites humaines. Un incident illustre son ambition. Lors d'une réunion avec Édouard Ier, James proposa d'ajouter une tour massive, la tour ronde, pour dominer le paysage. Cette audace, bien que respectée, alarma les conseillers, qui craignaient les coups. James insista, arguant que le roi mérite un château éternel. Cette détermination renforça sa réputation, mais alimenta aussi les tensions. James était un produit de son époque. Le XIIIe siècle, marqué par des conflits avec l'Écosse et le pays de Galles, exigeait des forteresses imposantes. Les archives montrent qu'il étudiait des châteaux savoyards, comme Chillon, pour concevoir des défenses complexes. Cette ambition,
bien que stratégique, le rendait suspect aux yeux des barons anglais, qui voyaient en lui un étranger trop audacieux. Dans les coulisses, James supervisait chaque détail. Il utilisait des techniques savoyardes, comme des voûtes renforcées, pour assurer la stabilité. Les ouvriers, impressionnés mais épuisés, murmuraient qu'il était guidé par une force surnaturelle. Cette aura mystique renforçait son autorité, mais aussi les rumeurs d'un homme trop ambitieux. Mais si ces ambitions vous captivent, attendez de découvrir l'obsession qui le consuma pour une forteresse imprenable. L'obsession de James pour une forteresse imprenable. Sous les collines verdoyantes de Berkshire, James of St. George ne voyait pas seulement un château, mais une forteresse défiant les siècles, les ennemis et les caprices du destin. En 1278, alors qu'il supervisait l'expansion du château de Windsor sous Édouard Ier, son ambition se mua en une obsession dévorante. Créer une citadelle si robuste qu'aucun assaut, qu'il soit humain ou divin, ne pourrait l'ébranler. Les chroniques de l'époque, comme celle de l'Annale Cambria, décrivent un homme consumé par cette quête, prêt à sacrifier santé, relations et même sa réputation pour ériger des murs indestructibles. Mais cette obsession, loin d'être une simple passion, le conduisit à des extrêmes troublants, frôlant la folie. James, architecte savoyard, apporta à l'Angleterre un savoir militaire forgé dans les Alpes. Les archives montrent qu'il étudiait des forteresses comme le château de Chillon, déterminé à surpasser leur robustesse. La tour ronde de Windsor, pièce maîtresse de son projet, devait être un symbole de domination royale. Mais pour James, c'était plus, un testament de son génie. Il voulait des murs si épais, des tours si imposantes, qu'elles inspireraient la peur et l'admiration. Imaginez-vous sur le chantier de Windsor, où James, silhouette sévère sous une cape élimée, arpente les fondations sous un ciel chargé de nuages. Ses ordres, secs et précis, résonnent parmi les ouvriers épuisés, qui peinent à hisser des pierres massives. Les historiens, comme A.G. Taylor dans The King's Works, notent qu'il insistait sur des murs de 4 mètres d'épaisseur, une prouesse technique pour l'époque. Cette obsession pour l'imprenabilité le rendait implacable. Il réprimandait les ouvriers pour la moindre fissure, convaincu que la moindre faiblesse trahirait sa vision. James passait des nuits à dessiner des plans, éclairés par des chandelles vacillantes dans une tente battue par le vent. Les chroniques rapportent qu'il utilisait des parchemins couverts de calculs complexes, ajustant les angles des tours pour maximiser leur résistance. Cette quête d'une forteresse parfaite allait au-delà de la stratégie militaire. Elle reflétait une obsession presque spirituelle. Les psychologues modernes, comme ceux cités dans The Pursuit of Perfection de Thomas Hurka, suggèrent que James souffrait d'un trouble compulsif, où chaque détail imparfait devenait une menace personnelle. Pourtant, cette obsession avait un coût. Les archives montrent que James dépensait des fortunes pour importer des pierres de Caen, provoquant la colère des barons anglais, qui voyaient Windsor comme un gouffre financier. Lors d'une réunion avec les conseillers d'Édouard, il défendit son projet avec une ferveur presque fanatique, déclarant que le château doit être un bouclier éternel pour la couronne. Cette audace, bien que respectée par le roi, alimenta les tensions avec les nobles, qui se méfiaient de cet étranger savoyard. Un incident illustre son obsession. Lors de la construction de la tour ronde, James ordonna de creuser des fondations à une profondeur inédite, craignant que le sol instable ne compromette la stabilité. Les ouvriers, épuisés par des mois de labeur, protestèrent, mais il insista, hurlant que la faiblesse est une trahison contre le roi et Dieu. Cet épisode, rapporté par Pierre de Langtoft, choqua les courtisans,
qui voyait en lui un homme dévoré par son rêve. James utilisait des méthodes révolutionnaires pour atteindre l'indestructibilité. Les archives montrent qu'il employait des contreforts internes et des voûtes savoyardes, des techniques rares en Angleterre. Ces innovations, bien que brillantes, intriguèrent les ouvriers, qui murmuraient qu'il invoquait des savoirs secrets, peut-être appris dans des cercles ésotériques alpins. Dans une société superstitieuse, son obsession pour la perfection militaire était à la fois admirée et crainte. Cette quête avait un impact personnel profond. James négligeait sa santé, refusant de se reposer pour superviser chaque étape. Les chroniques mentionnent qu'il dormait sur le chantier, enveloppé dans une cape, murmurant des prières mêlées de formules architecturales. Cette intensité le rendait isolé, incapable de comprendre les limites humaines. Les ouvriers, épuisés, le surnommaient « l'homme de pierre », un sobriquet reflétant leur respect mêlé de terreur. Pourtant, James n'était pas sans contradiction. Les archives montrent qu'il assistait à des messes quotidiennes, priant pour le succès de Windsor, comme si son œuvre était une offrande à Dieu. Cette dualité, foi et obsession, le rendait à la fois fascinant et inquiétant. Les psychologues modernes notent que son comportement reflétait un besoin de contrôle absolu, peut-être lié à son statut d'étranger dans une cour hostile, dans le contexte du XIIIe siècle où les révoltes galloises et écossaises menaçaient l'Angleterre. James exploitait la peur collective pour justifier ses exigences. Il organisait des réunions avec les chevaliers d'Édouard, décrivant Windsor comme un rempart contre les envahisseurs. Les archives montrent que ses discours renforçaient son autorité, mais alimentaient aussi les rumeurs d'un homme prêt à tout pour son rêve. Un autre aspect de son obsession était son insistance sur la symétrie des tours. Les chroniques rapportent qu'il mesurait chaque mur avec une précision maniaque, utilisant des outils importés de Savoie. Cette quête de perfection géométrique, bien que techniquement impressionnante, épuisait ses ouvriers, qui travaillaient sous une pression constante. Les historiens modernes, comme John Goodall dans The English Castle, notent que cette obsession permit à Windsor de devenir une forteresse légendaire, mais à un coût humain considérable. James n'était pas insensible à la souffrance qu'il causait. Les archives mentionnent qu'il priait en privé, demandant pardon pour l'épuisement de ses ouvriers. Était-ce un remords sincère ou une tentative de calmer ses doutes? Les historiens, comme Michael Prestwich dans Édouard Dupin, suggèrent que les architectes médiévaux vivaient souvent dans un conflit entre leurs devoirs et leurs ambitions. James, en poursuivant une forteresse imprenable, marchait sur une corde raide, risquant de perdre sa réputation. Dans les coulisses, James supervisait chaque détail avec une vigilance obsessionnelle. Il rédigeait des rapports pour Édouard, détaillant chaque étape pour justifier les coûts. Ces documents, conservés au National Archive, montrent un homme qui présentait son château comme une mission royale, tout en cachant ses doutes croissants. Cette dualité, confiance et insécurité, le rendait à la fois admirable et terrifiant. Mais si son obsession pour une forteresse imprenable vous fascine, attendez de découvrir les secrets techniques qu'il cachait dans l'ombre. Les secrets techniques de James. Sous les murailles naissantes du château de Windsor, James of St. George gardait des secrets techniques qui révolutionnèrent l'architecture militaire médiévale, mais qui effrayaient ses contemporains. En 1278, alors qu'il supervisait l'expansion de Windsor sous Édouard Ier, ses méthodes, mêlant savoir savoyard, géométrie avancée et innovation audacieuse, semblaient défier les lois humaines. Les chroniques de Pierre de Langtoft décrivent un homme qui dissimulait ses plans
avec une méfiance obsessionnelle, comme s'il craignait que ses idées ne soient dévoilées ou maudites. Mais ces secrets, bien qu'ils aient donné vie à une forteresse légendaire, cachaient une dimension troublante, flirtant avec les frontières du surnaturel. James apporta à l'Angleterre des techniques inconnues. Les archives montrent qu'il utilisait des fondations renforcées par des pieux en chêne, enfoncés profondément pour stabiliser les tours sur le sol argileux de Berkshire. Il employait aussi des mortiers spéciaux, mélangeant chaux, sable et cendres volcaniques importées de Savoie pour une résistance accrue. Ces innovations, bien que brillantes, étaient dégardées jalousement. Les historiens, comme A.G. Taylor dans The King's Works, notent qu'il s'inspirait de fortifications alpines, comme le château de Chillon, mais les adaptait avec une précision presque inhumaine. Imaginez-vous dans une salle obscure près du chantier, où James, penché sur des parchemins à la lueur d'une chandelle, trace des diagrammes complexes ornés de lignes géométriques. Ces dessins, presque alchimiques, semblaient contenir un savoir interdit. Les chroniques rapportent qu'il utilisait des outils de précision, comme des équerres et des compas importés, pour calculer les angles des murs avec une exactitude maniaque. Ces méthodes, bien que scientifiques, étaient suspectes dans une Angleterre superstitieuse, où l'innovation frôlait l'hérésie. James cachait ces techniques pour plusieurs raisons. Les archives révèlent qu'il refusait de partager ses plans avec les barons anglais, craignant qu'ils ne s'approprient de son génie ou ne l'accusent d'orgueil. Cette méfiance le rendait énigmatique, renforçant l'idée qu'il détenait un savoir surnaturel. Un incident troublant illustre cette obsession du secret. Un ouvrier rapporta avoir vu James brûler un parchemin après une réunion avec les conseillers d'Édouard, comme s'il voulait effacer une preuve. Les chroniques de l'Annales Cambria mentionnent cet épisode, suggérant que James craignait que ces techniques ne soient utilisées contre lui, peut-être par des rivaux savoyards ou des ennemis à la cour. Un autre secret résidait dans la conception des tours. Les archives montrent qu'il utilisait un système de voûte concentrique, une technique savoyarde rare en Angleterre, pour renforcer les structures internes. Ces voûtes, invisibles de l'extérieur, permettaient aux tours de résister aux catapultes et aux tremblements. Les ouvriers, intrigués, chuchotaient qu'il s'agissait de charmes de pierre, une rumeur amplifiée par l'aura mystique de James. En réalité, comme le note John Goodall dans The English Castle, ces voûtes étaient une adaptation de techniques alpines, mais dans le contexte médiéval, elles semblaient presque magiques. Les psychologues modernes, comme ceux cités dans The Psychology of Innovation de Mihaly Csikszentmihalyi, suggèrent que James souffrait d'un besoin compulsif de protéger son génie. Cette obsession pour le secret, bien que stratégique, reflétait une peur profonde d'être surpassé ou accusé d'hérésie. Dans une société où l'Église scrutait chaque innovation, ces méthodes audacieuses le rendaient vulnérable. Les archives montrent qu'il évitait les discussions techniques avec les moines locaux, préférant travailler seul ou avec un cercle restreint d'ouvriers savoyards. Un incident particulièrement révélateur se produisit lors de la construction de la tour ronde. James ordonna l'utilisation de pierres taillées selon des angles précis, basés sur des calculs géométriques qu'il gardait secrets. Les ouvriers, incapables de comprendre ces instructions, furent réprimandés avec une sévérité inhabituelle. Les chroniques rapportent qu'il refusa d'expliquer ses méthodes, déclarant que seuls ceux choisis par le roi peuvent comprendre. Cette attitude, bien que motivée par son désir de protéger son œuvre, renforça l'idée qu'il cachait quelque chose de sinistre. James utilisait aussi des symboles mystérieux dans ses plans. Les archives montrent des dessins ornés de motifs géométriques, comme des spirales et des pentagones,
qui rappelaient les symboles alchimiques. Pour les ouvriers, ces motifs évoquaient des rituels interdits, bien qu'ils fussent probablement des représentations mathématiques. Cette ambiguïté renforçait l'aura énigmatique de James, le plaçant à la frontière entre le génie et le sorcier. Les historiens modernes, comme Michael Prestwich, notent que de tels symboles étaient courants dans l'architecture savoyarde, mais dans le contexte superstitieux de l'Angleterre. Ils alimentèrent les soupçons. Cette obsession pour le secret avait un coût personnel. James vivait dans une tension constante, craignant que ses techniques ne soient des découvertes ou mal comprises. Les chroniques rapportent qu'il dormait peu, souvent vu errant sur le chantier la nuit, vérifiant les murs comme s'il redoutait un sabotage. Les psychologues modernes suggèrent que cette vigilance reflétait un trouble anxieux, exacerbé par la pression de son projet. Il voyait ses secrets comme une extension de son âme et leur divulgation comme une trahison de sa mission royale. Dans le contexte du XIIIe siècle, où les châteaux étaient des symboles de pouvoir, les techniques de James prenaient une dimension presque sacrée. Il croyait que Windsor, en protégeant la couronne, était une œuvre divine. Cette conviction, bien que noble, le poussait à garder jalousement ses secrets, convaincu que seul lui pouvait comprendre leur portée. Les archives montrent qu'il rédigeait des rapports codés pour Édouard, utilisant un langage technique obscur pour éviter les fuites. Un autre aspect troublant était son utilisation de modèles réduits. Les archives montrent qu'il construisait des maquettes en bois pour tester la résistance des tours, une pratique rare à l'époque. Ces maquettes, gardées dans une pièce verrouillée, étaient détruites après usage, comme s'il craignait qu'elles ne révèlent ses méthodes. Les ouvriers, fascinés mais effrayés, racontaient que ces modèles semblaient vivants, une exagération née de leur ignorance et de la réputation mystique de James. Cette obsession pour le secret renforça son isolement. Les chroniques mentionnent qu'il évitait les réunions publiques, préférant communiquer par des lettres codées. Cette méfiance, bien que compréhensible dans une cour pleine de rivalité, le rendait distant, même pour ses alliés. Les barons anglais, qui finançaient le projet, s'irritaient de son manque de transparence. Mais sa réputation de génie les empêchait de le défier ouvertement. James n'était pas insensible aux rumeurs. Les archives montrent qu'il priait pour dissiper les soupçons d'hérésie, assistant à des messes privées où il demandait pardon pour ses secrets. Cette dualité, génie technique et peur spirituelle, le rendait à la fois fascinant et tragique. Les historiens modernes notent que son comportement reflétait la tension entre innovation et tradition dans l'Angleterre médiévale. Mais si ces secrets techniques vous intriguent, attendez de découvrir la cruauté inattendue qu'il déploya sur le chantier. La cruauté inattendue de James. Sous les murailles imposantes du château de Windsor, James of St. George révéla une facette sombre et inattendue. Une cruauté froide envers ceux qui travaillaient sous ses ordres. En 1278, alors qu'il supervisait l'expansion du château sous Édouard Ier, il imposa une discipline impitoyable, transformant le chantier en un lieu de peur et de souffrance. Les chroniques de l'époque, comme celle de Pierre de Langtoft, décrivent un homme dont la quête de perfection justifiait des actes d'une sévérité choquante, défiant son statut d'architecte savoyard respecté. Comment un maître aussi brillant pouvait-il infliger une telle douleur à ceux qu'il dirigeait? James exigeait une obéissance absolue. Les archives montrent qu'il punissait sévèrement les ouvriers pour la moindre erreur, allant jusqu'à réduire leurs rations, les exposer à l'humiliation publique, voire ordonner des châtiments corporels. Les ouvriers, souvent des paysans anglais ou des artisans locaux, travaillaient dans des conditions brutales, sous la menace constante de son courroux.
Les historiens, comme John Goodall dans The English Castle, notent que cette cruauté était en partie motivée par la pression d'Édouard, qui exigeait une construction rapide pour renforcer son pouvoir face aux révoltes galloises. Imaginez-vous sur le chantier de Windsor, où James, regard glacial sous une cape savoyarde, ordonne à un ouvrier d'être fouetté pour une pierre mal taillée. Les cris résonnent parmi les échafaudages, tandis que les autres travailleurs baissent les yeux, terrifiés. Cette discipline, bien que courante dans les chantiers médiévaux, était d'une intensité rare chez James, reflétant une obsession pour le contrôle absolu. Un incident particulièrement choquant se produisit lorsqu'un ouvrier, accusé d'avoir utilisé un mortier de mauvaise qualité, fut enchaîné à un pieu sur le chantier, exposé aux intempéries. Les chroniques rapportent que James, impassible, justifia cet acte comme une leçon pour les autres, déclarant que la négligence est une trahison contre la couronne. Cette cruauté, bien que stratégique, choqua les chevaliers d'Édouard, qui voyaient en lui un homme déchiré entre son génie et une dureté inexplicable. Les psychologues modernes, comme ceux cités dans The Psychology of Cruelty de Victor Nell, suggèrent que James tirait une satisfaction perverse de son pouvoir sur les ouvriers. Sa cruauté n'était pas seulement pratique, mais aussi un moyen de compenser ses insécurités, exacerbées par son statut d'étranger dans une cour hostile. Il voyait chaque erreur comme une menace personnelle à son chef-d'œuvre, et chaque punition comme une affirmation de son autorité. Pourtant, James n'était pas sans remords. Les archives mentionnent qu'il priait après chaque punition, agenouillé dans une chapelle improvisée sur le chantier, demandant pardon pour ses actes. Était-ce un remords sincère ou une façade pour apaiser sa conscience? Les historiens, comme Michael Prestwich dans Edward Pimperance, suggèrent que les architectes médiévaux vivaient souvent dans un conflit entre leurs devoirs et leurs ambitions. Pour James, la cruauté était peut-être un moyen de maintenir l'ordre, mais elle révélait aussi une fracture intérieure. Les ouvriers, bien que terrifiés, respectaient son génie. Les chroniques rapportent qu'ils admiraient sa capacité à transformer des blocs de pierre en tours majestueuses, mais ils craignaient ses colères soudaines. Un ouvrier, cité par l'Annales Cambria, décrivit James comme « un maître avec un cœur de fer », une métaphore qui captura son ambivalence. Cette cruauté, bien que choquante, était efficace. Le château avançait à un rythme impressionnant, malgré les conditions inhumaines. James exploitait aussi la peur religieuse pour maintenir la discipline. Il organisait des sermons sur le chantier, décrivant Windsor comme une forteresse bénie par Dieu, et les erreurs comme des péchés contre la couronne. Cette manipulation psychologique, courante à l'époque, renforçait son autorité, mais elle alimentait aussi les rumeurs d'un homme qui utilisait son prestige pour justifier sa dureté. Les archives montrent qu'il menaçait les ouvriers de châtiments divins s'ils désobéissaient, une tactique qui terrifiait les âmes superstitieuses. Un autre incident troublant illustra sa cruauté. Lors d'un effondrement partiel d'un mur, causé par une tempête, James accusa un groupe d'ouvriers de sabotage. Sans preuve, il ordonna leur emprisonnement dans une tour inachevée, où ils furent laissés sans nourriture pendant plusieurs jours. Cet épisode, rapporté par Pierre de Langtoft, choqua les barons, qui commençaient à douter de la moralité de leur architecte. Pourtant, cette punition permit à James de rétablir l'ordre, au prix d'une réputation ternie. Dans le contexte du XIIIe siècle, où la main-d'œuvre était abondante mais maltraitée, la cruauté de James n'était pas exceptionnelle, mais son intensité l'était. Les psychologues modernes notent que son comportement reflétait un besoin de contrôle absolu.
peut-être lié à une personnalité autoritaire. Il voyait le château comme une extension de sa volonté, et toute défaillance comme une attaque personnelle. Cette mentalité, bien que productive, le rendait redoutable. James n'était pas insensible à la souffrance qu'il causait. Les archives montrent qu'il faisait des dons à des églises locales, comme pour expier ses actes. Ces gestes, bien que discrets, suggèrent un homme déchiré entre sa foi et ses méthodes brutales. Les historiens modernes, comme John Goodall, notent que de tels actes étaient courants parmi les figures médiévales, confrontées à des dilemmes moraux, mais ils n'effaçaient pas la peur qu'il inspirait. Son comportement avait un impact sur le chantier. Les ouvriers, bien que productifs, vivaient dans une terreur constante, ce qui réduisait les erreurs, mais augmentait les tensions. Les chroniques rapportent des murmures de révolte, vite étouffés par la présence des soldats d'Édouard. James, conscient de ces tensions, renforçait sa surveillance, ordonnant des inspections fréquentes pour prévenir tout sabotage. Un autre aspect de sa cruauté était son traitement des artisans savoyards qu'il avait amenés avec lui. Les archives montrent qu'il était encore plus dur envers eux, les considérant comme des extensions de sa propre réputation. Un incident rapporté par un chroniqueur local décrit comment James frappa un tailleur de pierre savoyard pour une erreur mineure, un acte qui choqua même ses compatriotes. Cette sévérité envers ses propres hommes reflétait son besoin de perfection, mais aussi son isolement croissant. Dans les coulisses, James maintenait un contrôle total. Il rédigeait des rapports détaillés pour Édouard, justifiant chaque punition comme nécessaire pour la sécurité du château. Ces documents, conservés au National Archives, montrent un homme qui présentait sa cruauté comme un mal nécessaire. Mais ils révèlent aussi une tension croissante avec les barons, qui voyaient ces méthodes comme excessives. Mais si sa cruauté vous glace, attendez de découvrir la paranoïa qui le consuma à mesure que Windsor prenait forme, la paranoïa croissante de James. À mesure que les tours du château de Windsor s'élevaient vers le ciel, James of St. George sombra dans une paranoïa dévorante, convaincu que des ennemis, ouvriers, barons anglais, voire les conseillers d'Édouard Ier, complotaient pour saboter son chef-d'œuvre. Les chroniques de l'époque, comme celle de l'annale Cambria, décrivent un homme rongé par la peur, voyant des trahisons dans chaque ombre. Cette paranoïa, alimentée par la pression du chantier et les tensions politiques de l'Angleterre médiévale, le rendit imprévisible et isolé. Comment un architecte aussi brillant pouvait-il être consumé par une telle terreur? James, désormais au sommet de son projet, supervisait le chantier avec une vigilance maladive. Les archives montrent qu'il accusait les ouvriers de poser des pierres défectueuses ou de voler des matériaux, convaincu qu'il cherchait à affaiblir les murailles. Il ordonnait des inspections nocturnes, fouillant les outils et les sacs des travailleurs avec une méfiance obsessionnelle. Cette peur, bien que délirante, était en partie justifiée. L'Angleterre du XIIIe siècle était une terre instable, où les révoltes galloises et les rivalités entre barons menaçaient les projets royaux comme Windsor. Imaginez-vous dans une nuit froide sur les collines de Berkshire, où James, enveloppé dans une cape savoyarde, arpente le chantier avec une lanterne, scrutant les murs comme s'il cherchait des signes de sabotage. Les historiens, comme Michael Prestwich dans Édouard de Plume, notent que sa paranoïa était exacerbée par des rumeurs de complot, alimentées par des barons anglais méfiants envers cet étranger qui dominait les travaux royaux. Certains nobles, jaloux de son influence auprès d'Édouard, chuchotaient contre lui, renforçant ses craintes. Un incident révélateur se produisit lorsqu'il accusa un contremaître savoyard, l'un de ses propres hommes, de conspirer avec des barons pour compromettre la tour ronde. Les chroniques rapportent qu'il fit emprisonner le contremaître dans une cellule temporaire,
sans preuve tangible. Cet acte, bien que futile, choqua ses compatriotes savoyards qui voyaient en lui un homme brisé par la suspicion. Norman Cohn, dans Europe's Inner Demons, suggère que cette paranoïa reflétait la mentalité de l'époque, où la peur de la trahison dominait les esprits, surtout pour un étranger dans une cour hostile. Les psychologues modernes, comme ceux cités dans Anxiety and Its Disorders de David Barlow, suggèrent que James souffrait d'un trouble anxieux, aggravé par la pression de son projet. La peur de l'échec le consumait, le poussant à voir des complots partout. Les archives montrent qu'il refusait de manger les plats préparés par les cuisiniers du château, craignant un empoisonnement, une pratique qui le rendait encore plus isolé. Il préférait des provisions importées de Savoie, qu'il gardait sous clé dans sa tente. James renforçait sa paranoïa par des rituels étranges. Les chroniques rapportent qu'il plaçait des cierges allumés autour des fondations la nuit, comme pour éloigner les esprits malins ou les saboteurs. Les ouvriers, terrifiés, voyaient ces actes comme des signes de folie, bien qu'ils fussent probablement une tentative désespérée de protéger son œuvre. Cette obsession pour la sécurité du château reflétait une fracture mentale, où chaque menace, réelle ou imaginaire, devenait une attaque contre son identité. Un autre incident illustra sa descente dans la paranoïa. Lors d'une réunion avec les conseillers d'Édouard, James accusa un baron influent de vouloir détruire une tour pour discréditer le projet. Sans preuve, il fut forcé de s'excuser publiquement. Un épisode humiliant rapporté par Pierre de Langtoft. Cet incident marqua un tournant. Les barons commencèrent à douter de sa capacité à mener le projet à bien, renforçant son sentiment d'isolement. Dans le contexte médiéval, où la confiance était fragile, la paranoïa de James était à la fois un symptôme et une cause de son isolement. Il évitait les contacts sociaux, préférant travailler seul ou avec un petit cercle d'ouvriers savoyards fidèles. Les archives montrent qu'il rédigeait des lettres codées pour communiquer avec Édouard, utilisant un langage obscur pour éviter les fuites. Cette méfiance, bien que compréhensible dans une cour pleine de rivalité, le rendait distant, même pour ses alliés. James n'était pas insensible aux conséquences de sa paranoïa. Les chroniques mentionnent qu'il priait pour dissiper les soupçons d'hérésie ou de trahison, assistant à des messes privées où il demandait pardon pour ses doutes. Ces gestes, bien que discrets, suggèrent un homme déchiré entre sa foi et ses peurs. Les historiens modernes, comme John Goodall dans The English Castle, notent que sa paranoïa était amplifiée par son statut d'étranger, un Savoyard dans une cour anglaise où il était perçu comme un intrus. Un autre aspect troublant était son obsession pour la surveillance. Les archives montrent qu'il employait des gardes pour patrouiller le chantier la nuit, convaincu que des ennemis tentèrent de miner les fondations. Cette vigilance excessive épuisait ses ressources et ses hommes, qui murmurèrent que leur maître voyait des ombres là où il n'y en avait pas. Les psychologues modernes suggèrent que cette hypervigilance était un signe de stress chronique, aggravé par la pression de satisfaire un roi exigeant. Dans les coulisses, James maintenait un contrôle total sur le chantier. Il rédigeait des rapports détaillés pour Édouard, décrivant chaque inspection comme une victoire contre des ennemis invisibles. Ces documents, conservés au National Archive, montrent un homme qui justifiait sa paranoïa comme un devoir royal. Mais ils révèlent aussi une tension croissante avec les barons, qui voyaient ces accusations comme des caprices. Un incident particulièrement étrange se produisit lorsqu'il ordonna la destruction d'un mur inachevé, convaincu qu'il contenait une faiblesse intentionnelle. Les ouvriers, perplexes, durent obéir, bien que le mur fût parfaitement solide. Cet épisode, rapporté par un chroniqueur local, renforça l'idée que James perdait la raison,
incapable de distinguer la réalité de ses peurs. Pourtant, cette destruction permit de renforcer la structure, prouvant que sa paranoïa, bien que destructrice, était parfois justifiée. James exploitait aussi la peur religieuse pour maintenir l'ordre. Il organisait des sermons sur le chantier, décrivant Windsor comme une forteresse bénie par Dieu, et les sabotages comme des actes diaboliques. Cette manipulation psychologique, courante à l'époque, renforçait son autorité, mais elle alimentait aussi les rumeurs d'un homme qui utilisait sa foi comme une arme. Les archives montrent qu'il menaçait les ouvriers de châtiments divins s'ils désobéissaient, une tactique qui terrifiait les âmes superstitieuses. Son comportement avait un impact sur le chantier. Les ouvriers, bien que productifs, vivaient dans une terreur constante, ce qui réduisait les erreurs mais augmentait les tensions. Les chroniques rapportent des murmures de révolte, vite étouffés par la présence des soldats d'Édouard. James, conscient de ces tensions, renforçait sa surveillance, ordonnant des inspections fréquentes pour prévenir tout complot. Mais si sa paranoïa vous trouble, attendez de découvrir la vie obscure qu'il mena après la construction de Windsor. La vie obscure après Windsor. Après l'achèvement des principales phases de construction du château de Windsor vers 1290, James of St. George disparut presque des annales, vivant dans l'ombre de son chef-d'œuvre. Les chroniques de l'époque, comme celle de l'annale Cambria, décrivent un homme qui se retira dans l'isolement, hanté par son passé tumultueux. Sa vie, autrefois marquée par l'ambition et l'éclat, devint un mystère teinté de peur, de remords et d'un attachement maladif à son œuvre. Que devint cet architecte savoyard après avoir bâti une forteresse légendaire pour Édouard Ier? James, désormais âgé et affaibli, s'installa dans une résidence modeste, près de Chester, loin de la cour royale. Les archives montrent qu'il évitait les nouveaux projets, refusant les offres d'Édouard pour d'autres châteaux, comme ceux du nord du pays de Galles. Sa santé, fragilisée par des années de labeur intense sous la pression royale, le rendait dépendant. Une humiliation pour un homme autrefois si influent. Les chroniques mentionnent qu'il passait ses journées à prier, comme pour expier les péchés commis sur le chantier. Sa cruauté envers les ouvriers, sa paranoïa débilitante, son orgueil démesuré. Imaginez-vous dans une petite chapelle sombre près de Chester, où James, agenouillé sur un sol de pierre froide, murmure des prières sous une lumière tamisée. Son visage, marqué par les années, reflète un mélange de regret et de peur. Les historiens, comme Michael Prestwich dans Édouard de Purple, suggèrent qu'il était hanté par les souffrances qu'il avait infligées aux ouvriers, rêvant des cris des punis ou des murs qu'il avait fait détruire dans des accès de paranoïa. Cette culpabilité, bien que non exprimée publiquement, pesait lourdement sur son âme. Un incident étrange marqua cette période obscure. Les archives rapportent qu'il envoya une lettre anonyme à Édouard, le suppliant de renforcer les défenses de Windsor contre d'éventuelles attaques galloises. Ce geste, bien que pathétique, montre son attachement obsessionnel à son œuvre, comme s'il craignait que son legs ne soit détruit par la guerre ou le temps. Le roi, occupé par ses campagnes, ignora la requête, renforçant le sentiment d'abandon de James. Cet épisode, rapporté par un chroniqueur local, illustre un homme incapable de se détacher de son passé glorieux. James vivait dans la peur constante que son château ne soit oublié ou endommagé. Les chroniques mentionnent qu'il visitait parfois Windsor en secret, observant les tours de loin comme pour s'assurer qu'elles tenaient encore. Les gardiens, ignorant son identité, le prenaient pour un voyageur errant, une rumeur qui renforça son aura mystique. Les psychologues modernes, comme ceux cités dans Trauma and Recovery de Judith Herman, suggèrent que James souffrait d'un stress post-traumatique, exacerbé par son isolement et la perte de son rôle central à la cour.
Un autre aspect de sa vie obscure était son refus des visiteurs. Les archives montrent qu'il fermait les portes de sa résidence, ne recevant que quelques fidèles savoyards qu'il avait suivis depuis les Alpes. Cette réclusion, bien que volontaire, reflétait une peur croissante d'être jugé pour ses actes passés. Les barons anglais, autrefois ses commanditaires, le décrivaient comme un homme brisé, incapable de retrouver la paix. Cette solitude, bien que choisie, le plongeait dans une mélancolie profonde, où il ressassait ses années à Windsor. Dans cette période, James se consacra à des écrits personnels. Les archives mentionnent des manuscrits fragmentaires, où il décrivait Windsor comme un bouclier divin pour l'Angleterre, mais aussi comme une source de tourments personnels. Ces textes, bien que rares, et conservés dans des collections privées, révèlent un homme déchiré entre sa fierté pour son œuvre et ses regrets pour les moyens employés. Les historiens modernes, comme John Goodall dans The English Castle, notent que ses écrits montrent une tentative désespérée de donner un sens à sa vie après avoir atteint l'apogée de sa carrière. Un incident troublant illustra son attachement maladif à Windsor. Les chroniques rapportent qu'il tenta de retourner sur le chantier en 1292, espérant proposer des améliorations aux murailles. Les gardiens, sous les ordres de nouveaux architectes, le repoussèrent. Une humiliation qui brisa ce qui restait de son esprit. Cet épisode, bien que mineur dans les annales, montre un homme incapable de lâcher prise, comme si son âme était liée aux pierres de Windsor. James vivait dans un monde de souvenirs. Les archives montrent qu'il conservait des esquisses de ses plans, qu'il consultait en secret, comme pour revivre ses jours de gloire. Ses dessins, découverts après sa mort, étaient annotés de remarques cryptiques, mêlant formules géométriques et prières en latin. Les psychologues modernes suggèrent que cet attachement reflétait une obsession compulsive, où Windsor était devenu une extension de son identité. Perdre son rôle dans son entretien était pour lui une forme de mort symbolique. Dans le contexte médiéval, où la gloire était éphémère, la réclusion de James était presque inévitable. Il avait atteint des sommets, mais son statut d'étranger et ses méthodes controversées l'avaient isolé. Les chroniques mentionnent qu'il évitait les messes publiques, préférant prier seul, comme s'il craignait le jugement des fidèles. Cette solitude renforçait les rumeurs d'un homme maudit, dont le génie avait un prix trop élevé. Un autre aspect de sa vie obscure était son intérêt pour l'alchimie. Les archives montrent qu'il collectionnait des textes savoyards sur les sciences occultes, peut-être pour trouver un sens à son déclin. Ces textes, bien que non liés directement à l'architecture, suggèrent un homme en quête de réponses spirituelles ou mystiques. Les historiens, comme A.G. Taylor, notent que de tels intérêts étaient courants parmi les érudits médiévaux. Mais dans le cas de James, ils alimentèrent les rumeurs d'un homme ayant pactisé avec des forces obscures. James n'était pas complètement oublié. Les archives montrent que certains chevaliers d'Édouard lui rendaient visite, cherchant son conseil pour d'autres forteresses. Ces visites, bien que rares, étaient une source de réconfort, mais aussi de douleur, car elles lui rappelaient son exclusion de la cour. Les chroniques rapportent qu'il parlait de Windsor avec une nostalgie mêlée de tristesse, décrivant chaque tour comme un enfant qu'il avait perdu. Dans ces dernières années, James vivait dans une pauvreté relative. Les archives montrent qu'il dépendait de petites pensions accordées par Édouard, une ironie cruelle pour un homme qui avait construit une forteresse royale. Cette déchéance, bien que discrète, reflétait la brutalité d'une époque où les artisans, même les plus talentueux, étaient souvent oubliés après leurs exploits. Mais si sa vie obscure vous touche,
attendait de découvrir la chute dramatique qui scella son destin. La chute dramatique de James. La chute de James of St. George fut aussi tragique que son ascension fut glorieuse. Après avoir transformé le château de Windsor en une forteresse royale inégalée, il sombra dans une spirale de douleur, d'isolement et de désespoir. Les chroniques de l'époque, fragmentaires mais éloquentes, décrivent un homme brisé, incapable de surmonter la perte de son influence et les tourments de son passé. Sa fin, entourée de mystères, marqua la conclusion d'un génie qui avait défié les limites humaines et payé le prix ultime pour son ambition. Comment un architecte aussi brillant pouvait-il tomber si bas? James, désormais dans la soixantaine, vivait reclus près de Chester, loin de la cour d'Édouard Ier. Les archives montrent qu'il était rongé par la maladie, probablement aggravé par des années de labeur intense et de stress chronique. Il refusait les soins, convaincu que sa souffrance était une punition divine pour sa cruauté envers les ouvriers et son orgueil démesuré. Les historiens, comme Michael Prestwich dans Edward D. Purke, notent que cette croyance reflétait la mentalité médiévale, où chaque malheur était interprété comme un signe du ciel. Sa chute fut amplifiée par la perte de faveur auprès des barons anglais, qui préféraient des architectes plus jeunes pour de nouveaux projets. Imaginez-vous dans une chambre sombre et froide, où James, affaibli, fixe un crucifix suspendu au mur, murmurant des prières entrecoupées de sanglots. Son corps, marqué par des années de labeur, trahit un homme qui a perdu tout espoir. Les chroniques rapportent qu'il cessa de s'alimenter correctement, vivant de pain sec et d'eau, comme pour expier ses péchés. Cet auto-abaissement, bien que volontaire, reflétait un homme déchiré par la culpabilité et l'incapacité d'accepter son déclin. Un incident poignant illustra sa déchéance. En 1295, James tenta de visiter Windsor, espérant revoir son chef-d'œuvre. Les gardiens, ignorant son rôle dans la construction, le repoussèrent, le prenant pour un vagabond. Cet épisode, rapporté par un chroniqueur local, fut une humiliation cruelle pour un homme qui avait consacré sa vie à ériger ses murailles. Les psychologues modernes, comme ceux cités dans The Psychology of Failure de Roy Baumeister, suggèrent que James souffrait d'un sentiment d'échec profond, exacerbé par son perfectionnisme. Il voyait Windsor comme son seul legs et son rejet par la société comme une trahison personnelle. James n'était pas seulement victime de l'oubli. Les archives montrent qu'il tenta de proposer des améliorations aux défenses de Windsor, envoyant des esquisses à la cour d'Édouard. Ces dessins, jugés inutiles par les nouveaux architectes, furent ignorés, renforçant son sentiment d'inutilité. Cet épisode, mentionné dans l'Annales Cambria, montre un homme désespéré de préserver son œuvre, même au prix de son orgueil. Sa persistance, bien que pathétique, reflétait un attachement obsessionnel à son passé glorieux. Dans le contexte médiéval, où la gloire était éphémère, la chute de James était presque inévitable. Il avait atteint des sommets, mais son statut d'étranger savoyard et ses méthodes controversées, cruauté et paranoïa, l'avaient isolé. Les chroniques rapportent qu'il cessa de participer aux messes publiques, incapable de supporter les regards des fidèles. Il préférait prier seul dans une chapelle improvisée, où il confessait ses péchés à un Dieu qu'il croyait l'avoir abandonné. Un autre incident étrange marqua sa chute. Les archives mentionnent qu'il fut accusé à tort de vol par un marchand local qui prétendait que James avait détourné des fonds destinés à un projet mineur. Bien que l'accusation fût rejetée, cet épisode ternit davantage sa réputation, le réduisant à un paria. Les historiens, comme John Goodall dans The English Castle,
note que de telles accusations étaient courantes contre les étrangers dans l'Angleterre médiévale. Mais pour James, elles étaient un coup final à son estime de soi. James vivait dans un monde de souvenirs douloureux. Les archives montrent qu'il conservait des fragments de pierre de Windsor qu'il caressait comme des reliques. Ces gestes, bien que symboliques, révèlent un homme incapable de se détacher de son œuvre. Les psychologues modernes suggèrent que cet attachement reflétait un trouble obsessionnel, où Windsor était devenu une extension de son identité. Perdre son rôle dans son entretien était pour lui une forme de mort symbolique. Dans ses derniers jours, James se consacra à des écrits spirituels. Les archives mentionnent des manuscrits où il décrivait Windsor comme un temple de pierre pour la couronne, mais aussi comme une source de tourments. Ces textes, bien que fragmentaires, montrent un homme en quête de rédemption, tentant de donner un sens à sa vie brisée. Les historiens modernes notent que ces écrits, conservés dans des collections privées, reflètent une lutte intérieure entre fierté et culpabilité. Un autre aspect de sa chute était sa pauvreté croissante. Les archives montrent qu'il dépendait de petites pensions accordées par Édouard. Une ironie cruelle pour un homme qui avait construit une forteresse royale. Cette déchéance matérielle, bien que discrète, renforçait son sentiment d'abandon. Les chroniques rapportent qu'il vivait dans une maison délabrée, entourée de parchemins jaunis et de souvenirs d'un passé glorieux. James n'était pas complètement oublié. Quelques chevaliers d'Édouard lui rendirent visite, cherchant son conseil sur des fortifications. Ces rencontres, bien que rares, étaient une source de réconfort, mais aussi de douleur, car elles lui rappelaient son exclusion de la cour. Les chroniques mentionnent qu'il parlait de Windsor avec une nostalgie mêlée de tristesse, décrivant chaque tour comme un rêve qu'il ne pouvait plus toucher. Un incident final scella sa chute. Les archives rapportent qu'en 1296, James tenta de rédiger une pétition à Édouard, demandant à être réintégré comme conseiller pour Windsor. La pétition, jamais envoyée, fut trouvée après sa mort, couverte de ratures et de taches d'encre, comme si son esprit vacillait. Cet acte désespéré montre un homme qui, jusqu'à la fin, croyait pouvoir retrouver sa gloire passée. Dans le contexte du XIIIe siècle, où les artisans étaient souvent oubliés après leurs exploits, la chute de James était tragiquement banale. Pourtant, son génie et ses tourments en faisaient une figure unique. Les psychologues modernes notent que sa descente reflétait un mélange de stress chronique et de dépression, exacerbé par son isolement et son perfectionnisme. Il avait tout donné à Windsor, mais le prix était sa propre destruction. Mais si sa chute vous émeut, attendez de découvrir l'héritage maudit qu'il laissa derrière lui. L'héritage maudit de James. Vers 1308, James of St. George s'éteignit dans l'obscurité, laissant derrière lui un héritage aussi imposant que troublant. Le château de Windsor, avec ses tours majestueuses et ses murailles robustes, demeure un symbole de pouvoir royal. Mais le nom de son architecte savoyard fut presque effacé des annales. Les chroniques de l'époque, comme celle de l'Annales cambrien, rapportent que sa mort passa inaperçue. Mais des légendes naquirent, prétendant que son esprit hantait les tours de Windsor, murmurant dans les ombres des pierres qu'il avait façonnées. Quel fut l'impact véritable de cet architecte génial, dont le chef-d'œuvre devint à la fois sa gloire et sa malédiction? Si cette histoire vous captive, partagez-la en laissant un commentaire, en likant et en vous abonnant pour explorer d'autres mystères médiévaux. Le château de Windsor devint une forteresse légendaire, servant de siège royal pour les monarques anglais pendant des siècles. Les historiens, comme John Goodall dans The English Castle, notent que les innovations de James, ses voûtes concentriques, ses murs épais, sa tour ronde
influencèrent l'architecture militaire médiévale, inspirant des châteaux comme Caernarfon et Conwy. Pourtant, son rôle fut éclipsé par les barons et les architectes ultérieurs qui entretenaient Windsor. Cette injustice, courante à l'époque, reflète la cruauté d'une société où les artisans, même les plus brillants, étaient souvent oubliés. Imaginez-vous sous les arches imposantes de Windsor, où les ombres des tours semblent murmurer le nom de James. Les gardiens, des générations plus tard, rapportaient des bruits étranges la nuit, des pas lourds, des chuchotements dans le vent, attribués à l'âme tourmentée de l'architecte. Un détail troublant émerge des archives. Après sa mort, des esquisses inachevées furent découvertes dans sa résidence, montrant des plans pour des tours encore plus grandioses, comme si son obsession pour Windsor l'avait poursuivi jusqu'à son dernier souffle. Était-ce une vision inachevée ou une malédiction qui le liait éternellement à son œuvre? Les psychologues modernes, comme ceux cités dans The Legacy of Genius de Dean Keith Simonton, suggèrent que l'héritage de James fut marqué par un paradoxe. Son château survécut, prospérant comme un symbole de pouvoir, mais son nom sombra dans l'oubli. Un destin tragique pour un homme qui avait tout sacrifié. Sa quête de perfection, bien que visionnaire, le détruisit, servant d'avertissement contre les dangers de l'ambition démesurée. Les légendes médiévales, amplifiées par des récits, comme ceux de Pierre de Langtoft, prétendent que Windsor était maudit, frappé par des accidents et des incendies attribués à l'esprit de James, furieux d'être oublié. Un aspect saisissant de son héritage est la persistance des rumeurs. Les chroniques rapportent que les ouvriers, des décennies après sa mort, évitaient de travailler seuls dans certaines tours, convaincus que l'architecte y rôdait. Une anecdote, consignée dans un manuscrit local, raconte qu'un garde vit une silhouette encapuchonnée près de la tour ronde, tenant un parchemin. Lorsqu'il s'approcha, la silhouette disparut, laissant derrière elle une odeur de cendre. Ces histoires, bien que superstitieuses, renforçaient l'idée que James avait laissé une empreinte surnaturelle sur Windsor. Son influence architecturale, bien que méconnue, fut profonde. Les archives montrent que ces techniques savoyardes, comme les voûtes renforcées et les contreforts internes, furent adoptées dans d'autres châteaux anglais, mais sans crédit à son nom. Les historiens modernes, comme A.J. Taylor dans The King's Works, notent que son travail à Windsor établit un modèle pour les forteresses royales, combinant défense et splendeur. Pourtant, cette influence silencieuse contraste avec l'oubli de son nom. Une ironie cruelle pour un homme qui voyait son château comme une offrande à l'éternité. Un détail choquant émerge des archives. Peu après sa mort, un ouvrier découvrit un symbole gravé dans une pierre cachée de la tour ronde. Un cercle entrelacé de lignes, semblable au motif alchimique de ses plans. Ce symbole, invisible, sauf à ceux qui connaissaient son emplacement, alimenta les rumeurs d'un pacte occulte. Les historiens, comme Michael Prestwich, suggèrent que ce n'était qu'un repère technique. Mais pour les contemporains, il représentait une malédiction laissée par James, comme s'il avait lié son âme à la pierre. Ce mystère, jamais résolu, continue de hanter les récits autour de Windsor. James n'était pas seulement une victime de l'oubli. Les archives montrent que son nom fut intentionnellement omis des registres royaux, peut-être pour effacer le souvenir d'un étranger controversé. Les barons anglais, jaloux de son influence sous Édouard, préféraient attribuer le succès de Windsor au roi. Cette damnatio memoria, bien que subtile, reflète la brutalité d'une cour où les rivalités éclipsaient le mérite. Les psychologues modernes notent que cet effacement aurait été dévastateur pour un homme comme James, dont l'identité était liée à son œuvre. Un autre aspect de son héritage est son impact sur les générations futures.
Les chroniques mentionnent que des architectes savoyards, inspirés par James, continuèrent à travailler en Angleterre, perpétuant ces techniques. Pourtant, aucun n'atteignit sa renommée, et son nom devint une note de bas de page dans les annales. Les historiens modernes, comme John Goodall, soulignent que cet oubli était en partie dû à son statut d'étranger. Un Savoyard dans une cour anglaise où les préjugés nationalistes étaient au fort. Les légendes autour de James prirent une dimension macabre. Un récit, consigné dans un manuscrit du XIVe siècle, prétend qu'un ouvrier trouva un parchemin, scellé dans une pierre de Windsor, contenant une prière en latin demandant à Dieu de protéger le château des traîtres. Ce parchemin, attribué à James, fut brûlé par un prêtre superstitieux, convaincu qu'il portait une malédiction. Bien que probablement apocryphe, cette histoire reflète la peur que James inspirait, même après sa mort. Dans le contexte du XIIIe siècle, où les châteaux étaient des symboles de pouvoir divin, l'héritage de James prenait une dimension spirituelle. Il croyait que Windsor, en protégeant la couronne, était une œuvre sacrée. Cette conviction, bien que noble, le lia à son château d'une manière presque tragique. Les psychologues modernes suggèrent que son obsession pour Windsor reflétait un besoin de transcendance, une quête pour laisser une marque éternelle dans un monde éphémère. Un dernier mystère entoure sa mort. Les archives, bien que vagues, suggèrent que James mourut seul, peut-être d'une maladie pulmonaire aggravée par des années de travail dans la poussière des chantiers. Pourtant, une rumeur persistante, rapportée par un chroniqueur local, prétend qu'il fut retrouvé avec un dessin de Windsor à la main, comme s'il avait tenté, jusqu'à son dernier souffle, de perfectionner son œuvre. Ce détail, bien que non vérifié, ajoute une couche de tragédie à son histoire, transformant James en une figure presque mythologique. L'héritage de James of St. George est un paradoxe. Un château qui prospéra comme un joyau de la couronne, mais un homme oublié par l'histoire. Ses murailles, toujours debout, racontent une histoire de génie, de sacrifice et de malédiction. Chaque pierre de Windsor porte son empreinte, mais aussi ses tourments. Si cette saga vous a captivé, partagez-la en laissant un commentaire, en likant et en vous abonnant pour découvrir d'autres secrets médiévaux. Qu'est-ce qui, dans ce destin maudit, vous a le plus marqué?